Est-ce que c'est une occasion ratée pour la paix, son absence du G20 ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que le temps de la paix n'est pas encore venu. Simplement parce que les deux belligérants n'y ont pas intérêt. Et aussi, si on prend un peu de recul et qu'on regarde les intérêts européens, parce qu'une paix maintenant, une paix forcée en quelque sorte, si on contraignait par exemple Zelensky en lui livrant moins d'armes ou des choses comme ça, amènerait une situation déséquilibrée où on ne pourrait qu'anticiper la reprise ultérieure du conflit. C'est-à-dire que si on fait les choses trop vite maintenant, la paix sur le long terme, c'est elle qui sera menacée. Et donc, il faut pour l'instant... Pourquoi ce serait trop tôt d'en discuter maintenant ? Alors, il faut toujours discuter de paix, c'est certain, mais le moment, disons, de la résolution n'est pas encore venu parce que les deux belligérants ont vraiment intérêt à continuer. Poutine a limité ses pertes et a essayé de se solidifier sur la rive gauche du Dniepr, comme on l'a vu avec l'abandon de Kherson, et ensuite d'attendre les renforts qui arrivent de la Russie. Et Zelensky, évidemment, pour continuer à libérer son pays, puisqu'après tout, il a été attaqué, il continue à se défendre. Et donc on peut parler de paix, mais ce serait une paix qui serait provisoire et qui ne repousserait qu'à plus tard le problème fondamental qui est le problème de l'impérialisme. D'accord, l'enjeu c'est la qualité de la paix. Je vous dis ça parce qu'on entend des voix, et par exemple Ségolène Royal, encore récemment sur LCI, qui dit d'une certaine façon, il est toujours temps de faire la paix. On épargne des vies, on épargne des souffrances. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, je traduis sa pensée. Comment peut-on imaginer de devoir différer le moment de la paix ? Alors, deux choses. D'abord, bien sûr, on est tous très, très attachés à l'idée de paix, et le Forum de Paris sur la paix en premier. On est aussi attachés à l'idée de stabilité et de durabilité de cette paix. Or, là, en effet, les conditions ne sont pas réunies. Et puis, je dirais, si c'est une paix qui stabilise les choses, qui gèle les choses, on voit bien qu'un pays... En fait, la situation est très simple. Un pays en a envahi un autre et lui a pris des régions. C'est aussi bête que ça, des frontières internationalement reconnues, violation de la charte. Si on arrête maintenant et qu'on fait un cessez-le-feu et qu'on gèle les choses, on voit bien que ce sera à l'avantage de l'agresseur. Donc, pour l'instant, on voit mal comment ça pourrait assurer la paix, une paix durable, une paix dans le futur. Et pour l'instant, en effet, malheureusement, ce temps-là n'est pas encore venu. Je ne sais plus qui disait, pour bien faire la paix, il faut bien faire la guerre, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, il faut aller jusqu'à un niveau de maturation, entre guillemets. Malheureusement, oui. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est limiter les conséquences de la guerre, essayer de limiter les affrontements, essayer de convaincre aussi la Russie. Mais enfin, voilà, la Russie a envahi l'Ukraine, il est difficile de la convaincre. On a été frappé quand même d'une certaine pression américaine dans les dernières heures. Par exemple, le chef d'état-major américain, Mark Milley, qui a fait une déclaration, je vais vous la lire, il doit y avoir une reconnaissance mutuelle que la victoire militaire n'est probablement pas, au sens propre du terme, réalisable par des moyens militaires et qu'il faut donc se tourner vers d'autres moyens. Il y a une fenêtre d'opportunité pour la négociation. Bien sûr. Ah non, mais négociation, c'est certain. Il ne faut pas confondre négociation et paix. Oui, c'est-à-dire que rêver d'un traité de paix maintenant ou appeler immédiatement à la paix n'est pas viable dans l'état actuel du rapport de force. En revanche, négocier, préparer les conditions de la paix, ça, bien sûr, ça, je pense qu'il faut faire, et notamment se préparer mentalement. C'est-à-dire, cette guerre se finira par une négociation. Donc, il faut se préparer mentalement, ne pas fixer des objectifs excessifs, disons, de chaque côté, parce qu'ensuite, c'est très difficile de revenir. Évidemment, beaucoup de ponts ont été brûlés, et compte tenu du nombre de victimes, civiles et militaires, aucun camp n'a envie de lâcher l'affaire. Mais à un moment, il faudra compromettre. Vous dites oui, bien sûr, il faut négocier, négocier toujours finalement. Mais qu'est-ce qu'on négocie ? Alors pour l'instant, assez peu de choses en réalité. On négocie surtout sur les conséquences de la guerre, comme les exportations de céréales ou d'autres choses. Mais à un moment, les questions dures, ce seront essentiellement les questions territoriales, évidemment, c'est-à-dire les territoires pris depuis le 24 février dernier et depuis 2014, ça c'est une grande question, c'est-à-dire la Crimée en particulier. Et puis le deuxième grand chapitre, ce sera tout ce qui concerne les conditions de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que l'Ukraine doit entrer dans l'OTAN, bénéficier d'une protection occidentale, ou est-ce que d'une façon ou d'une autre, elle devra faire des compromis sur sa propre sécurité, ce qui évidemment ne ferait que repousser à nouveau le problème à plus tard. Mais ce sera dans un deuxième temps. Vous parlez de la Crimée, vous qui veillez sur la paix comme le lait sur le feu, si je puis dire, et qui voyez ce qui est possible ou pas de faire. Est-ce que les Ukrainiens ont raison de dire qu'il n'y aura de négociation que lorsque nous aurons récupéré la Crimée ? Quand on est en train de se battre, généralement, on ne dit pas, bon, on se bat, on va gagner, mais bon, on va quand même réduire un petit peu nos buts de guerre, et puis, ce territoire qui était à nous, on vous le laisse finalement. Donc, le moment n'est pas encore venu de faire ces compromis. Les compromis, on les fait à la fin, quand tout est inclus dans la négociation. Et donc, il sera très difficile d'entendre les Ukrainiens dire qu'ils renoncent à une partie de ce qui est leur bon droit, objectivement. Mais est-ce qu'ils devront le faire ?
Peut-être, il faudra voir les conditions. Encore une fois, l'histoire telle qu'on l'écrira dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dépend de ce qui se passe sur le terrain, en fait, sur le champ de bataille. C'est pour ça que les livraisons d'armes ont été si cruciales, et c'est pour ça que les Occidentaux ont une voix dans cette question qui, après tout, concerne les Ukrainiens. C'est-à-dire, si les Ukrainiens veulent faire la paix, suivons-les. S'ils veulent continuer à faire la guerre, c'est le droit international et c'est aussi indirectement notre intérêt, donc aidons-les. Mais c'est à eux de décider. On écoute Maria Zarakova, vous la connaissez. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée d'ailleurs. Personnellement. Pas personnellement, nous non plus, mais on l'écoute très souvent parce que c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Et voilà ce qu'elle disait sur les négociations. Nous sommes toujours ouverts aux négociations avec l'Ukraine. Nous ne les avons jamais rejetées. Bien sûr, nous sommes prêts à les mener en tenant compte des circonstances actuelles. Voilà, alors ça c'est bullshit ou pas, si vous me permettez de vous interpeller comme ça. Quand vous entendez Zarakova, on entend Poutine. Bien sûr. En arrière-plan, et qu'est-ce qu'il nous dit? Il fait simplement de la relation publique. On sait bien que actuellement la Russie est dans un repli stratégique sur la rive gauche du Dniepr après l'abandon de Kherson pour redéployer ses troupes sur d'autres terrains d'affrontement plus au nord. Et donc, bien sûr, il ne faut jamais dire qu'on ne parlera jamais aux autres et qu'on va faire la guerre à l'infini. Donc, c'est ce qu'ils disent à l'envi, on peut discuter, mais oui, et puis si vous prenez... au peuple, ils disent l'Ukraine n'existe pas. Oui, souvenez-vous de la Syrie, par exemple, et de toutes les annonces qui ont été faites pour laisser penser à la communauté internationale qu'un accord était possible, que ce soit sur les armes chimiques, par exemple, en 2013, ou que ce soit sur la question d'un retrait éventuel. Enfin, c'est pas la première fois que Poutine aura menti, parce que, souvenez-vous, il avait par exemple annoncé un retrait complet de Syrie. Bon, il s'en est évidemment rien passé. Donc les Russes sont très bons pour utiliser l'arme diplomatique, disons, pour faire croire qu'il y a une possibilité de paix et donc faire espérer les autres, et assez rarement bons à tenir leur parole. Vous vous rappelez quand il avait dit 2 jours avant l'agression à Emmanuel Macron qu'il n'envahirait pas l'Ukraine. Donc effectivement, il y avait une capacité d'enfumage quand même extrêmement impressionnante. Et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui dit « Je ne discuterai pas avec Poutine lui-même, je discuterai avec son successeur ». Est-ce qu'il a raison de dire ça? C'est pareil, c'est pas au milieu de la guerre disons qu'on commence à en rabattre. En fait, ce que Poutine a fait, c'est nier l'existence de l'État ukrainien, nier l'existence de la nation ukrainienne, en un sens, en estimant qu'elle était russe. C'était son article de l'été 2021 dans Foreign Affairs. Et donc, face à un adversaire qui nie votre existence, qui vous traite de nazi, en effet, il est difficile de dire « Je recevrai le président Poutine avec joie pour un thé quand il le veut ». Bon, mais c'est ce qu'on dit à un moment T de la guerre, et puis les choses évoluent, et évidemment, tout ça est très évolutif, c'est ce que vous dites. Bien sûr. Il ne peut pas y avoir de déclaration définitive quand il y a une guerre. Exactement, et dépend tellement de ce qui se passe sur le champ de bataille. Vous commenciez l'interview en parlant du G20 et des questions internationales et de l'absence de Poutine à Bali. Évidemment, ce n'est pas totalement un hasard s'il est absent de Bali alors qu'il y a eu ce retrait de Kherson. Il est objectivement à ce moment-là, en ce moment de la guerre, en mauvaise posture. Il était en bonne posture, disons, au tout début de la guerre, puis ensuite ça a tourné à l'enlisement, ensuite il a repris du terrain dans les mois de juin, juillet, et puis là, maintenant, avec la contre-offensive ukrainienne, on voit bien qu'il n'est pas en très bonne posture. C'est donc le terrain qui dicte sa réalité à la politique, et en effet, pour éviter les rencontres un peu embarrassantes à Bali, il n'y ira pas. Je vais revenir au G20 dans un instant, mais le retrait russe de Kherson, annoncé hier par le ministre russe de la Défense, pour vous, c'est un retrait tactique. Quelles sont les conséquences politiques et militaires pour Poutine? C'est un retrait que les Russes, en tout cas, je pense, conçoivent comme stratégique, c'est-à-dire abandonner un territoire qu'on a du mal à défendre, se replier derrière un obstacle naturel qui est le Dniepr, qui est un fleuve très, très large, et pouvoir redéployer des armes et des troupes sur d'autres terrains de bataille. Mais en même temps, comme vous le disiez à l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire l'évolution d'une guerre peut être très rapide, il peut y avoir un effondrement beaucoup plus rapide, ou au contraire, il peut y avoir une contre-offensive qui, dans 2 mois, nous fera dire... Vous pensez vraiment aujourd'hui que la pièce peut tomber d'un côté ou de l'autre? Je pense que pour l'instant, la corrélation des forces, comme on disait auparavant, est plutôt en faveur de l'Ukraine et de ses alliés. Mais voilà, des renforts arrivent, on a beaucoup surestimé la Russie, il ne faut pas la sous-estimer.